Bonjour. Aujourd'hui, le 9 septembre 2014, 15h02 exactement, je voudrais vous parler de ma mère, telle que j'en parle dans le livre que j'ai déjà présenté. Je vous rappelle, je vais vous montrer. Et j'ai déjà fait une présentation du livre et vous pouvez le trouver ici en allant à saadgeo.com. Il y a une page qui s'appelle Va de l'avant. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez la présentation du livre, un commentaire et une vidéo. Ma mère, on l'appelait Dada. Euh, Dada, c'est Talia. On l'appelait Talia. Talia en arabe, ça veut dire la dernière. C'est comme si son père avait émis une prière au bon Dieu pour que ce soit la dernière. Parce qu'il a eu une série de filles et qu'un seul garçon. Et donc elle s'appelait Talia Bent Znagi, son père, Bankrish, et bien sûr Sadallah. Elle est née en 1912 et elle est morte en 1992. La voilà ici. Vous arrivez à la voir, juste là. Elle est courbée en train de faire asseoir ma sœur, Mama, qui était née à peu près en 49. Elle avait à peu près 1 an ici, à côté de Jacques, le fils du colon. Et c'est devant la maison. Devant la maison, on habitait 2 pièces à l'intérieur de la ferme. Et vous voyez ici le rideau, les arbres. Et ce rideau était fait en utilisant des sacs de blé récupérés. Elle avait 37 ans ici. La voilà ici, et en même temps, avec sa carte d'identité française. On voit qu'elle est née le 1er avril 1912. Et ici, elle a eu, comme on dit, la chance qu'il devait y avoir obligation pour les femmes d'avoir une pièce d'identité. Et là, on voit qu'ils l'ont photographiée la tête nue. Elle a un regard plein d'inquiétude en se demandant ce qu'il allait arriver. Mais grâce à ça, on a pu avoir une photo. C'est la photo la plus ancienne, en fin de compte, de visage comme ça. J'en ai pas d'autres. Et la voilà ici. C'est une photo que j'ai prise moi-même en 1983. Elle avait 73 ans. Et vous voyez ici mon fils, le petit, le dernier à ce moment-là. Hein, elle est là, elle porte l'henna toujours à ses pieds. Et bien sûr, son allure toujours fière et le regard. Elle appartenait à la tribu de Bankrish, c'est-à-dire des natifs de la région. Ils sont sur place. Ses parents sont nés sur place. Et elle connaissait chaque coin de la région. Le fait d'être resté dans la ferme du colon, pour elle, c'était extraordinaire de pouvoir continuer à vivre sur la terre de son père. Elle disait toujours la terre de mon père. Et elle connaissait les légendes de chaque endroit, chaque coin, de chaque marabout, etc. Elle avait un langage qui est très très significatif. Moi, je la compare. Il ne faut pas oublier que si on regarde sa date de naissance, il ne faut pas oublier que les femmes de ce temps-là, peut-être, enfin moins maintenant quand même, de ce temps-là, elles vivent à l'intérieur d'une tribu. Donc, toute l'information qu'elle a, c'est une information orale de sa tribu, de ses proches. Et donc, elle utilisait un langage très... Par exemple, elle disait,
elle disait Moulché, en parlant du colon. Elle disait Romé, en parlant des Français. Moulché, ça veut dire celui qui a tout, qui possède tout. Romé, moi je pense que c'est une expression qui remonte du temps de Rome. Romé. Et par exemple, elle disait, à propos des Français, elle disait Nsara. Nsara, c'est les victorieux. Donc, quelque chose qui remonte très très loin. En quelque sorte, elle était formatée, elle était formatée par Brèche, et quand elle s'est mariée avec mon père, il y a eu un deuxième formatage qui s'est ajouté en quelque sorte dans sa culture, Bankrich, c'est la culture Sadla. Elle travaillait, c'était pas possible. C'est pour cela que je lui ai consacré le premier chapitre pour elle. Certains amis, quand ils ont lu, ils m'ont dit mais c'est ma mère. C'est-à-dire, elle appartient à cette génération de femmes, plusieurs générations en fin de compte, qui avaient la culture de survivre. Pour que elle travaillait jour et nuit pour ses enfants. Par exemple, mon père, lui, il se levait très tôt, 4 heures du matin. Mais elle était déjà debout avant, parce qu'il fallait mettre le feu à la cheminée, il fallait chauffer de l'eau pour qu'il fasse ses ablutions, et il fallait lui préparer le café. Et le soir, effectivement, aussi, elle était la dernière à aller au lit. Bon, j'ai beaucoup d'images d'elle que j'ai mis dans le livre et elle revient plusieurs fois. Le premier chapitre, il fait je ne sais pas combien de pages où je parle d'elle, je parle de sa façon de voir, je parle... Et les images que j'ai d'elle, bon, je peux vous parler de cette expression Yeberdi. Yeberdi, ça veut dire... Bon, je la traduirai, oh mon Dieu. Mais en fin de compte, Yeberdi, ça veut dire... C'est parfois sous l'emprise d'une émotion forte, l'individu son rythme cardiaque diminue et le sang circule un peu moins. Un peu moins. Et donc ça lui donne cette sensation de fraîcheur, de froid, Yeberdi. C'est construit à partir de Bert Yeberdi. Ou du moins, c'est ce que je crois comprendre. Et parfois, elle levait les mains au ciel. Elle était assise, généralement, à côté de la cheminée, les pieds, les jambes croisées, et assise ailleurs, comme on dit. Et puis là, parfois, elle levait les mains au ciel, et elle regardait en même temps le ciel, comme si elle s'adressait au bon Dieu. Et laisser reposer comme ça ses mains sur ses cuisses. Sur ses cuisses, et en fin de compte, du côté interne des cuisses. Et comme il y avait une robe très légère, ce qui fait que ça devait lui faire mal. Mais c'était... cette expression de douleur, moi je la mets dans l'échelle des graduations, je la mets... juste avant la dernière. La dernière en partant du plus faible, parce que l'autre, celle qui est effroyable chez les femmes en Algérie, c'est Kitendeb. Et ça, j'ai le souvenir le plus ancien que j'ai eu, ça doit tourner autour de, j'avais peut-être 6 ans, on était à la ferme, Elle venait de recevoir sa sœur. Zineb, Zineb, elle a eu la malchance d'avoir été d'abord mariée le Caïd. Ils lui ont fait un mariage magnifique. Et ils l'ont emmené de Ain Talba à Tlemcen, dans la calèche, avec 2 chevaux, etc. Un mariage. Et bien sûr, ce Qaïd, il appartenait à la grande tribu des Taïha. Et donc, mon grand-père, son père, Znaghi,
qui était très riche, qui avait encore beaucoup de terre, pour le remercier de l'honneur d'avoir demandé sa fille, Zeynep, donc de se marier avec elle, il lui a fait cadeau un lopin de terre, tarf, talal, qui faisait quand même 100 hectares. Et tout simplement, lui, comme on dit, au bout d'un temps très court, je ne sais pas si quelques jours ou quelques semaines, il a répudié Zeynep. Mais il n'a pas répudié la terre, il a gardé la terre. Et cette malheureuse, elle s'est mariée encore une fois, elle a eu des enfants. Et à ce moment-là, je crois, le souvenir que j'ai, quand elle était venue chez ma mère, elle pleurait. J'ai devant mes yeux cette scène où elles étaient toutes les deux assises, elles pleuraient toutes les deux. Et ma mère, à un certain moment, tu vois, quand elle a vu sa sœur, c'est-à-dire, elle se grattait de cette manière le visage, se griffait, comme pour détruire sa beauté. Chez toutes les femmes, dans toutes les civilisations, quel que soit l'âge, la beauté, elle est toujours là et elle s'exprime toujours. Mais lorsqu'une femme veut détruire sa beauté elle-même, ça veut dire qu'elle est arrivée à un état de désespoir ultime. Et là, ma mère avait dit, Vissa, Vissa, Abdelkader, Rajib Babak, Rajib Sidak. Vissa, Vissa, elle avait dit, Abdelkader va chercher ton père. Et elle a ajouté ces deux mots qu'elle répétait deux fois. C'est ce mot Vissa, Vissa. Pour moi, cette expression Vissa, Vissa, depuis ce moment-là, signifiait de quelque chose de dramatique et urgent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et c'était pour vous donner une idée de ma mère, telle que j'en parle dans le livre, et en fin de compte, c'est pour rendre hommage à beaucoup de femmes en Algérie, sa génération. Je vous remercie.